Parlant de la CAN que vous avez évoquée tout à l'heure, quand on regarde toute la pression qu'il y a sur le gouvernement camerounais, où à 4 mois, à 7 mois de la compétition, on se retrouve encore en train d'emprunter de l'argent pour construire des infrastructures, est-ce qu'on avait besoin de se mettre toute cette pression? Ben, vous, tout à l'heure, vous étiez en train de sourire quand je vous ai parlé du problème de leadership. Mais c'est encore cela. Qu'est-ce qu'on dit en français? Gouverner, c'est prévoir. Ben, vous voyez des gens qui, à 6 mois d'un événement, 7 mois pour être plus précis, sont encore en train d'aller emprunter de l'argent pour financer. Oui, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui devait être planifié. L'organisation de la CAN a été faite par des fonctionnaires camerounais. Est-ce qu'ils ont consulté le Parlement, par exemple, pour mener ce genre d'opération? Parce que à l'allure, ce qu'on est en train d'observer là, on se rend compte qu'en fait, la décision n'avait pas été prise de plus le haut. Quand je dis de plus le haut, je dis en concertation avec ceux qui représentent le peuple. Mais vous faites bien de le souligner, parce que et ça, c'est un problème de transparence dans le processus décisionnel public. C'est encore ce que je vais appeler une sorte de gouvernance publique dans l'opacité. Des gens, des fonctionnaires sont partis en voyage, ont engagé le Cameroun pour obtenir la CAN. Le dossier n'a pas été examiné, n'est-ce pas, sérieusement, de manière fouillée sur place, avant qu'il ne sorte. Vous imaginez que quand la France va engager, ou quand vous avez un comité qui va engager la France, par rapport à l'organisation des Jeux Olympiques, n'est-ce pas, le président Macron est impliqué au plus haut niveau. Son nom va être associé à cet événement. Oui. Donc, il s'assure que les dossiers sont vraiment bien étudiés, que les dossiers sont fouillés, n'est-ce pas? Que ça n'aura pas un impact, que ça aura un impact favorable sur l'économie du pays. Ça ne se fait pas comme chez nous. À un moment donné, les gens s'engagent, et puis après, on apprend simplement que le Cameroun va aller à la CAN et commence des disputes pour voir, mais dans quelles conditions et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on parle du processus décisionnel public. Mais là, encore une fois, c'est le leadership camerounais qui est engagé. C'est la manière de gérer un pays, c'est la manière de gouverner un pays de manière responsable qui est engagée. Le Cameroun vient de mobiliser 150 milliards lors du dernier emploi obligataire. Il a déjà mobilisé. Dans les médias, il s'est dit que c'est déjà mobilisé. Ah bon? Oui. Qu'ils ont déjà mobilisé 150 milliards. J'ai cru lire ça dans certains médias. Ah, il faut, les 150 milliards. Il faut un peu regarder. Mais sauf que, à écouter le ministre des Finances, on se rend compte qu'une bonne partie de cet argent ira dans la subvention des entreprises publiques. Est-ce qu'un pays doit s'endetter pour financer les entreprises publiques budgétivores? Oh, surtout pas. Surtout pas. Ça, c'est gravissime. Quand, notamment, je parle d'entreprises publiques à caractère industriel et commercial. Oui. Quand vous créez des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, c'est-à-dire des entreprises qui vont travailler dans le secteur industriel, dans le secteur commercial, c'est-à-dire qui sont des entreprises à but lucratif, oui. C'est-à-dire que ce ne sont pas des entreprises à but non lucratif comme les hôpitaux, comme les établissements scolaires, l'université et tout ça. Ces entreprises à but lucratif doivent être des entreprises en fait performantes, doivent même contribuer à payer les impôts à l'État. Ces entreprises doivent contribuer à la création de richesses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ce ne sont pas des entreprises qui doivent attendre des subventions de l'État. Mais si vous vous mettez à subventionner des entreprises qui sont censées créer de la richesse, mais vous les subventionnez, c'est des entreprises à caractère industriel et commercial, voire la Sonara, voire le chantier naval, voire la Semri, voire Camtel et tout ça. Mais, et là, c'est donc des entreprises qui contribuent à la destruction de la richesse. Là, vous êtes mal barré. Là, vous êtes mal barré. Et si nous, on est au niveau du leadership, assez rapidement, on prend des mesures, soit pour changer ces dirigeants, les dirigeants de telles entreprises, soit alors pour arrêter ces entreprises, le fonctionnement de ces entreprises. En tout cas, je ne m'engagerai pas à subventionner des entreprises à caractère industriel et commercial. C'est-à-dire qui travaillent dans un secteur lucratif, à but lucratif. Comment voulez-vous subventionner la Camtel? Comment voulez-vous subventionner la Sonara? Comment voulez-vous subventionner la Semri, le chantier naval? Mais tout ce que vous devez faire, c'est de vous assurer que le cadre de gestion de ces entreprises est solide et efficace, de manière à pouvoir sanctionner les dirigeants quand ils ne sont pas performants. Quand je dis dirigeants, je dis le conseil d'administration et, n'est-ce pas, la direction générale de ces sociétés. Et lorsque vous avez créé un tel cadre, vous allez voir que ces entreprises-là feraient de l'argent.
J'ai oublié la SNI. On a l'impression que le gouvernement protège certaines personnes dans les entreprises publiques parce qu'on ne comprend pas pourquoi il n'y a jamais de restructuration. Mais est-ce qu'un leadership, monsieur Ndjilo Albert Michel, est-ce qu'un leadership normal qui doit se soucier de l'intérêt général doit protéger des particuliers, des intérêts particuliers? Vous avez des dirigeants d'entreprises qui sont là depuis 14 ans, depuis 15 ans, ne sont pas jugés. Vous avez des dirigeants d'entreprises dans ce pays qui sont à leur poste depuis 25 ans. Depuis 43 ans. Mais vous devez le savoir. Et il y a certains depuis 43 ans. Oui. Est-ce qu'un dirigeant normal, les dirigeants normaux dans un pays, au niveau de l'État, doit protéger l'intérêt général, protéger l'intérêt des particuliers? Dès lors que vous entrez dans cette espèce de dilemme, mais c'est un pays qui va, n'est-ce pas, à la dérive, exactement comme le cas du Cameroun se fait aujourd'hui. Et tous les indicateurs le sont. Vous voyez bien que tous les indicateurs nous le prouvent. Quand vous regardez les indicateurs, un certain nombre d'indicateurs, je crois que vous savez que le Cameroun a encore reculé de 3 points dans le rapport Doing Business. C'est-à-dire qu'on est passé du 163e rang au 166e rang dans plus de 193 pays, n'est-ce pas? Voilà. Et au niveau du PIB par habitant, qui mesure, n'est-ce pas, votre productivité, votre capacité à créer la richesse. Quand il est à 50 000 $ par habitant au niveau des États-Unis, et vous pouvez donc voir ça en termes de lignes, chez vous, il stagne à 1 200 $. Puisque ce PIB, c'est votre richesse globale divisée par la population. C'est mesurant donc ce que chaque personne peut contribuer à créer la richesse, la valeur dans votre pays. Chez nous, il stagne à 1 200 $. Dans les autres pays, il monte, vous voyez, de manière concrète, comment il passe de 2 000, 3 000, 5 000. Ce qui s'est passé en Chine. Vous voyez comment cet indicateur que je viens de vous donner. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y a une trentaine d'années, nous étions au même niveau que la Chine. C'est-à-dire on faisait à peu près du 700-800 $ par habitant. Et c'est monté. Pendant que nous stagnions à 1 200 $ aujourd'hui, les Chinois sont déjà à peu près à 7 000 $ par habitant. Ça, c'est un exemple que je vous donne. C'est comme ça que vous le voyez. Et donc, les États-Unis montent à 50 000 $. C'est pour ça que vous voyez qu'elle reste vraiment la superpuissance absolue. Mais la Chine est en train d'y arriver. Ça se fait globalement. Voilà. Une information qui va au moins se faire sourire les Camerounais. Les médias nous annoncent la signature par le ministre Moutavé d'un accord bouclant le financement du barrage de Natigal. Une lieu d'espoir selon vous. Qu'est-ce qui va faire sourire les Camerounais alors? La mobilisation des fonds pour le lancement de Natigal. Mais pour moi, c'est un scandale. On parle de près de 800 milliards. Mais c'est un scandale. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai lu le communiqué d'EDF. Parce que ce n'est pas le communiqué d'EDF que vous savez qu'il y a cette opération. Qui nous dit qu'il y a le barrage de Natigal qui va se faire. D'abord, pour vous dire au passage que ce barrage de Natigal a été abandonné par Rio Tinto Alcan, qui devait faire une usine d'aluminium de 1 million de tonnes à Kribi, et ensuite qui devait tripler la capacité de l'usine d'Ayukam EDA et faire 2 autres barrages de 1100 MW à Sombengue et à Grangodi. Donc en réalité, Rio Tinto Alcan devait faire deux usines hydroélectriques de 2200 MW. Là, on aurait dit qu'il y a véritablement un investissement. Et cet investisseur a quitté le Cameroun il y a 4 ans. Et c'est lui qui devait faire Natigal. C'est lui qui avait commencé à faire l'étude de Natigal, devant lui permettre de tripler la capacité de l'usine d'EDA. Aujourd'hui, vous l'apprenez par EDF, que EDF va faire le barrage. Il détient dans ce projet 40%, AFC 30% et le Cameroun 30%. Le scandale pour moi, c'est encore ce que j'appelle, comme disait Ateba Yene, le management de l'opacité. EDF et AFI, AFI c'est International Finance Corporation, qui est le bras, n'est-ce pas, de la Banque mondiale finançant le secteur privé. Eux, ils ont fait ce qu'on appelle le due diligence. Ce projet a été examiné par leur board de fond en comble. Au niveau de leur conseil d'administration, les gens ont posé toutes sortes de questions pour voir les tenants et les aboutissants de ce projet. Et le projet a été approuvé à leur niveau et selon leurs intérêts. Le projet a été approuvé à leur niveau
et selon leurs intérêts. Vous, l'État du Cameroun, ce n'est pas vous qui nous l'annoncez. Nous l'apprenons par les autres. Mais vous prenez la décision d'engager le Cameroun dans un tel projet, alors que les instances gouvernementales, et notamment le Parlement du Cameroun, n'a pas examiné le projet dans le détail. Et je vais vous dire de quel détail il s'agit. Pour produire l'électricité, si vous êtes dans une centrale thermique, vous utilisez soit le pétrole, c'est-à-dire le fuel, ou vous utilisez le gaz, dans le cas d'une centrale thermique. Dans le cas d'une centrale hydroélectrique, n'est-ce pas, ce que vous utilisez, c'est l'eau. Vous voyez bien que le fuel coûte de l'argent, le gaz également coûte de l'argent. Naturellement, l'eau que vous utilisez doit aussi coûter de l'argent. Il y a un coût d'opportunité. Parce que l'eau, on peut l'utiliser à faire soit l'irrigation, soit à faire la navigation, soit pour ça que vous voyez qu'à un moment donné, il y a un coût d'opportunité. Mais vous ne savez pas, dans le cas du Cameroun, n'est-ce pas, à quelles conditions l'eau, qui est une ressource, au même titre que toutes les autres ressources naturelles, a été vendue dans le cadre de ce projet-là. Donc ce n'est examiné nulle part. Mais EDF et AFC, eux, ils ont examiné le prix de l'eau dans leur board. Ils savent à quelles conditions l'eau va être payée. Et probablement, ils ont même dû négocier que mettez-nous ça moins cher et tout ça. Ils ont examiné. Deuxièmement, vous allez voir que lorsque vous produisez l'électricité, ils disent qu'ils ont fait un PPA. Un PPA, c'est un Power Purchasing Agreement, c'est-à-dire que c'est un contrat d'achat de l'électricité produite, n'est-ce pas? Ils vont vendre l'électricité produite à Eneo ou à Sonatrach à un certain prix. Ça aussi, ça a été négocié. Vous n'en savez absolument rien en tant que Camerounais. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous dis ça parce que c'est le secteur où je travaille depuis plus de 30 ans. Et c'est d'ailleurs l'une des particularités de mon cabinet, de travailler dans ce genre de projet de partenariat public-privé. Parce que j'ai dit partenariat public-privé, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a voulu nous signaler qu'il s'agissait d'un project finance. Non, ce n'est pas un project finance. Parce qu'à partir du moment où l'État camerounais est au capital de cette affaire, ça devient donc simplement, ce n'est plus un partenariat public-privé, ce n'est plus un project finance, je veux dire, c'est un partenariat public-privé. Et ça, c'est quelque chose d'important. On vous a parlé d'une concession de 35 ans. Oui. Une concession de 35 ans. À quelles conditions? Pendant 35 ans, comment ça va se faire? Personne ne sait rien. Ce n'est pas aller à un parlement pour que ça puisse être jugé. Personne n'en sait absolument rien. Il y a sans doute des clauses de modification. Mais je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, puisque ça n'a pas été soumis à un parlement. Les questions concernant, par exemple, les garanties. Quelles sont les garanties que votre pays a accordées aux bailleurs de fonds, aux prêteurs dans le cadre de ce projet? Vous n'en savez absolument rien. Mais pour couvrir les risques, mais je suis sûr qu'in fine, n'est-ce pas, le risque des autres sera pratiquement un risque zéro. Et le Cameroun aura pris tous les risques dans cette affaire. C'est comme ça, c'est ce que j'enseigne dans ce genre de projet, que quand vous ne faites pas attention, n'est-ce pas, c'est dans cela que vous tombez. Maintenant, venons-en aux retombées économiques. Mais vous avez fait un barrage à Edea, à Sonlolo, à Menvele. Mais dans des pays normaux comme l'Inde, la Chine, quand on va faire un quatrième barrage, n'est-ce pas, c'est nous-mêmes qui le ferons. Comment vous allez vous assurer des retombées économiques au niveau de ce genre de choses? Comment vous assurer des retombées économiques? On ne sait pas. On nous annonce qu'il y aura tant d'emplois, ainsi de suite. Mais en termes de savoir-faire, vous voyez bien que ce soit EDF, que ce soit AFC, ils ont assuré toute l'ingénierie financière du projet. Ils vont assurer toute la conception du projet. Ils vont assurer tout le montage, l'exécution du projet, la gestion du projet. Tout ça, ça coûte de l'argent. Au fond, de manière générale, si c'est un projet qui coûte normalement 100, si vous dites que ça coûte 500, qu'est-ce que vous avez pour le voir? Rien du tout. Tout ça a été fait dans l'opacité. Plus grave, vous avez quelques fonctionnaires qui vont en voyage, qui vont en mission, qui se soucient davantage de leurs petits frais de mission et qui sont dans cette fragilité-là, dans cette vulnérabilité, prêts à sacrifier le pays. C'est comme ça que dans ce processus de gestion, en dehors de toute transparence, on peut comme ça apprendre un jour qu'une île du Cameroun a été cédée parce que quelques pensionnaires sont partis négocier, vous n'en savez rien. C'est lorsque, n'est-ce pas, des décisions publiques de cette nature
sont ouvertes, n'est-ce pas, débattues ouvertement dans un Parlement, que vous avez quelques chances de pouvoir protéger vos intérêts. C'est pour ça que je vous dis que ce qui s'est passé là, c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. À la limite, quand on est sérieux, on devrait rouvrir ce dossier. On devrait rouvrir ce dossier. Parce que moi, j'aimerais que je vois des parlementaires, n'est-ce pas, que ce dossier, j'aurais voulu savoir que ce dossier est passé au Parlement et qu'il a été débattu au Parlement et qu'il a été ouvert et que vous avez eu un site où vous pouvez consulter toutes les informations, comme ça se fait aux États-Unis ou comme ça se fait en Europe, ainsi dans de vraies démocraties, n'est-ce pas, ça se passe. Je n'ai pas voulu aborder les aspects environnementaux pour vous dire que quels sont l'impact environnemental de ce projet. Je n'ai exploré que quelques aspects pour vous montrer que pour moi c'est un vrai scandale. On peut déjà se faire une idée parce que si pour le cas du barrage de Méki, c'est une fois la mise en eau qu'on a constaté qu'il n'y avait pas d'étude d'impact environnemental, forcément dans ce projet comme celui de Nantigal, les fonctionnaires entre guillemets camerounais auraient sans doute fermé les yeux sur tout ce qu'on pouvait... Je ne sais pas si monsieur Albin Michel Nguilo vous rappelle pas l'histoire du pipeline, qui à un moment donné, on nous a annoncé un grand projet extraordinaire de pipeline, 2 milliards de dollars. Moi, j'avais été à un moment donné consultant dans ce projet, mais il avait déjà démarré. Et je peux vous dire que dès que je suis arrivé dans ce projet, ce que j'avais constaté, c'est que le droit de transit avait été mal négocié. Et c'était en 1997, dès que j'arrive comme conseil dans ce projet du gouvernement camerounais, Banque mondiale et tout, la première observation que je fais, c'est que la convention d'établissement que vous avez signée, c'est une convention dolosive. Parce que le droit de transit a été fixé à 41 cents le baril de pétrole qui transitait par le pipeline, indépendamment du coût du baril. Or, au moment où on signait, n'est-ce pas, cette convention d'établissement entre la République du Cameroun et Côte-Co, le baril coûtait 12 dollars. Lui n'a fait que monter. Il est monté à 20 dollars, 30 dollars, jusqu'à atteindre 100 dollars. Toutes ces montées qui se sont faites, toutes ces hausses qui se sont faites, le droit de transit du Cameroun ne changeait pas. Il n'a jamais varié. Il est resté à 41 cents. Il n'a pas varié. J'ai passé tout le temps d'une quinzaine d'années à essayer de demander que ça se négocie, que ça se renégocie, jusqu'au moment où je suis arrivé au palais. J'ai encore secoué, n'est-ce pas, pour demander la négociation. Et lorsque la négociation, le chef d'État instruit cette négociation, vous allez être amusés. On a envoyé ça au secrétaire général de la présidence de la République. Ces gens n'ont même pas consulté. C'est-à-dire moi qui avais le fond du dossier. Ils sont partis faire une négociation naturellement. Ce qu'ils ont renégocié, ce n'était pas d'ajuster, d'indexer le coût du baril, enfin le droit de transit au coût du baril. Ils ont négocié, ils sont passés d'un montant de 41 cents le baril à probablement 1 dollar et que sur le baril, quoi, et que c'est une victoire. Naturellement, encore une fois, cette histoire de fonctionnaire. Des gens qui engagent un pays de manière non transparente, dans l'opacité la plus complète, en dehors de tout débat, à quoi sert un Parlement? Le Parlement est là pour défendre les intérêts des populations. Des choses comme ça, où on engage un pays, doivent passer par le Parlement. Et le Parlement doit avoir les moyens de recourir à des expertises, que ce soit des expertises juridiques, des expertises financières, n'est-ce pas, pour pouvoir faire quelque chose. C'est ça qui constitue, quand Ona Grégoire interpelle Kamto, ça suffit. Mais c'est même de l'irresponsabilité. Parce que justement, c'est manquer de densité, c'est manquer de profondeur. Il y a une désinvolture dans cette interpellation. Parce que justement, Kamto, lui, sait de quoi il s'agit. Il sait de quoi il s'agit. Et c'est que s'il y a vraiment des gens qui devraient dire aux autres ça suffit, c'est nous qui devions leur dire ça suffit. C'est la population camerounaise qui devrait leur dire ça suffit. Parce que là où ils ont conduit le Cameroun, c'est pratiquement dans le drain.